Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Merci de votre présence. Bienvenue pour ce nouveau webinaire SideQuest. On va parler aujourd'hui du sujet des newsletters. J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Florence Elguize. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve en présentiel. Nous sommes à Station F, comme nous sommes tous les deux sur Paris. On va avoir un webinaire avec vous qui va durer 45 minutes. Comme toujours, nous allons prendre un maximum de questions. On va essayer d'interagir un maximum avec le public. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. On y répondra en direct au mieux de nos capacités. Sinon, on reviendra vers vous par la suite s'il y a des points très techniques. Alors, aujourd'hui, on va parler de la newsletter, un sujet qui intéresse beaucoup, un sujet dont les avocats se sont saisis depuis de nombreuses années. Beaucoup ont commencé une newsletter, certains l'ont continué, certains ont une newsletter avec des milliers d'abonnés qui fonctionnent très très bien, d'autres veulent se lancer et parfois c'est un peu compliqué de savoir par où commencer et de connaître véritablement les bonnes pratiques. Une newsletter, ça a l'air simple comme ça, mais finalement il y a un peu de technique. Et on va en parler justement avec Florence. Florence, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Thibaut de m'avoir proposé de co-animer avec toi ce webinaire. Donc, je suis Florence Elguize, je suis formatrice certifiée et consultante indépendante en stratégie éditoriale, plutôt digitale, mais print aussi. À la base, en fait, je suis juriste de formation avec un DEA en droit social et j'ai aussi un master en management des médias numériques. En fait, j'ai fait quasiment toute ma carrière dans les contenus, en fait, dans la presse professionnelle et dans l'édition juridique. En dernier lieu, j'étais pendant 17 années chez Édition Législative, qui appartient au groupe Lefebvre Dalloz. Je pense que les participants, voilà, ça doit leur parler. En dernier lieu, donc, j'y étais directrice d'une business unit en charge à la fois des équipes éditoriales et marketing. Et aujourd'hui, en tant qu'indépendante, j'aide notamment les avocats, plus largement les métiers du droit, à mieux saisir la force du digital, justement, pour se développer via leur contenu. Après une longue carrière, tu t'es finalement lancé à ton compte Voilà. pour assister les avocats. Alors aujourd'hui, le sujet de la newsletter, un sujet qui t'occupe particulièrement, un sujet qui est lié à la rédaction, à l'édition, des choses que tu connais extrêmement bien. Qu'est-ce que tu peux me dire en deux mots sur la newsletter? Alors, la newsletter, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que effectivement, pas mal d'avocats produisaient des contenus pour leur site, éventuellement donc relayés ou non par une newsletter. Ce qui est certain, c'est que la newsletter, ça demande beaucoup de travail quand même. Il faut la concevoir, mais ensuite, il faut la produire régulièrement. Et il faut que ces efforts portent leurs fruits. Je veux dire, si vous faites une newsletter, a priori, c'est pour générer des nouvelles opportunités de business. Et donc, effectivement, il y a quelques bonnes pratiques à prendre en compte. Pourquoi la newsletter, c'est important à mes yeux? C'est vrai que les avocats, on le sait, sont aussi aujourd'hui des entrepreneurs. Ils ne sont plus seulement hommes de loi, donc ils doivent s'emparer de tous les outils qui sont à leur disposition pour développer leur visibilité sur le web. Alors, il y en a beaucoup. Il y a le SEA, les campagnes d'acquisition de trafic payant. Il y a le SEO pour optimiser son site et ses contenus pour qu'ils s'affichent en bonne position sur Google. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, totalement incontournables. Je vois que les avocats sont très présents aujourd'hui sur LinkedIn notamment. Et vous avez la newsletter. Et je pense que ce qui est intéressant, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la newsletter, pour moi, aujourd'hui, c'est le vecteur le plus sûr, le plus sécurisé pour créer une audience. Pourquoi? Parce que vous êtes propriétaire de votre base mail, vous êtes maître de votre audience, vous êtes maître de vos contenus. Vous n'êtes pas soumis aux algorithmes, que ce soit celui de Google pour le SEO ou celui de LinkedIn. Vous avez sûrement tous vu des posts passés de gens qui disent à un moment, j'ai perdu tout mon historique sur LinkedIn parce qu'apparemment j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas et on m'a supprimé mon compte. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sur les réseaux sociaux, attention. Il faut être absolument présent sur les réseaux sociaux, mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et la newsletter, c'est vraiment le canal aujourd'hui de communication le plus sûr. Et qui permet d'avoir une approche complémentaire avec le réseau social, avec le site internet, avec la stratégie. C'est un écosystème et effectivement, chaque levier peut être activé et tous sont très complémentaires. Alors, juste une petite précision, on parle souvent de SEO, de SEA, c'est des termes, c'est un anglicisme qui revient souvent
dans nos webinaires, en fait, ce sont un peu les techniques, on va dire, de web marketing qui vont viser à mettre en avant son contenu, que ce soit un post ou plus souvent un site internet dans son ensemble. Quand on parle de SEA, le A fait référence à advertising. C'est toutes les techniques en fait qui sont payantes, qui permettent de remonter dans les résultats Google, qui permettent d'apparaître en annonce, qui permettent de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et le SEO, en fait, ce sont des techniques d'optimisation du référencement avec comment on va structurer son site, quels sont les mots-clés qu'on va faire apparaître sur son site, à quelle fréquence on va réussir à parler, combien d'autres sites vont parler de nous ou partager nos contenus. C'est tout ce qui est organique, c'est du travail, mais ça aussi, ça permet de remonter dans les résultats et ça va faire que les algorithmes nous mettent plus en avant. Et la newsletter peut complètement participer à cette logique de SEO pour le coup. Donc, la newsletter, c'est un canal qui est plus sécurisé parce qu'on est vraiment maître de nos contenus. En plus, on peut se constituer une base mail tout à fait, en respectant toutes les obligations RGPD. Ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais comme pour tous les traitements de données, quand vous allez commencer à faire une newsletter, vous allez devoir vous intéresser à ces questions RGPD. Et ça participe, autant que les réseaux sociaux et autant que de nombreuses autres choses, à rester ce qu'on appelle parfois top of mind, c'est-à-dire à rester vraiment dans la tête de votre prospect. Votre prospect va voir vos contenus, va voir votre newsletter, va s'habituer à ce que vous lui proposez et il va penser à vous quand il aura besoin de services que vous proposez, mais que de nombreux autres confrères et consoeurs proposent aussi certainement. Voilà. Donc, la newsletter, on a compris l'intérêt, on sait et on voit que les avocats s'en saisissent et le font depuis de nombreuses années. On va essayer de rentrer maintenant dans une partie un peu plus pratique. On a eu pas mal de questions en amont. On s'est rendu compte, il y a eu de nombreux inscrits aujourd'hui, mais les personnes sont à différents stades de maturité. Certains veulent se lancer, certains ont déjà lancé un contenu, certains ont parfois des problèmes pour assurer la régularité de leur contenu, d'autres veulent améliorer, veulent avoir plus d'abonnés. Donc, on va essayer de vous donner des conseils pratiques aujourd'hui qui sont sur toute la chaîne. De la première idée, je veux me lancer, à la fin, il n'y a jamais de fin, mais je veux améliorer ma newsletter, je veux plus d'abonnés, je veux transformer. Alors, on va essayer d'avoir donc ces tips, ces conseils pratiques. Et le premier tip qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui est valable pour la newsletter, mais qu'on vous répète souvent parce que c'est valable également pour toute offre de service que vous voulez lancer. C'est valable également pour votre site internet, comment vous allez le présenter. C'est valable également pour toutes les communications que vous allez faire sur les réseaux sociaux. C'est qu'il faut avant tout et en premier lieu identifier votre cible, votre lecteur. On a Patrick qui nous demande si la newsletter ne risque pas de se noyer dans le flot des mails. On va justement en parler avec les tips suivants. On va donner des méthodes pour qu'elle soit plus efficace et que les personnes s'en rappellent, l'attendent et qu'elle se démarque du reste des contenus. Merci pour la question. Alors, comment on identifie sa cible idéale et pourquoi c'est essentiel de commencer par là? Alors, c'est essentiel. C'est vraiment la première question que vous devez vous poser avant de lancer votre newsletter. Il n'est pas trop tard pour le faire si vous n'êtes pas encore posé cette question. Et vous devez être, comme vient de le dire Thibaut, très au clair sur votre cible, qui vous voulez toucher via votre newsletter. Un contenu qui est trop large, qui va s'adresser à de multiples cibles, il ne va parler finalement à personne. Donc, bien connaître votre cible, ça va vous permettre effectivement d'identifier les bons sujets, les bons formats, de concevoir des contenus qui vont répondre à ses besoins et non pas aux vôtres, en fait, et des contenus qui seront surtout conçus, rédigés dans un style qui lui sera accessible. Par exemple, ça va vous permettre d'éviter un jargon trop juridique si vous vous adressez à une clientèle de particuliers ou de professionnels qui ne sont pas juristes. Pareil, si vous êtes avocat, par exemple, en droit social, vous n'allez pas produire les mêmes contenus selon que votre lecteur idéal, entre guillemets, c'est un DRH d'un grand groupe ou un syndicat ou un patron de PME. Ça ne peut pas être les mêmes sujets, en tout cas, ça ne peut pas être les mêmes angles. Donc, il faut vraiment être très au clair sur votre cible. C'est ça. Parce qu'on est juriste, la plupart d'entre nous aujourd'hui, mais en tant que justiciable, il y a quelque chose qui peut être très frustrant de vouloir suivre des contenus juridiques et de se retrouver avec un étalage soit de jurisprudence, soit d'extraits d'articles, soit de mise à jour, soit de doctrine.
pour un juriste, c'est intéressant et on peut prendre du recul. Pour un justiciable et un prospect, il faut lui expliquer, il faut simplifier, lui expliquer pourquoi c'est important, il faut contextualiser et il faut essayer de comprendre quel est son niveau de connaissance, quelles sont ses attentes par rapport à ce sujet. Voilà, on schématise, mais c'est vraiment le premier lieu. Il faut se mettre dans la tête de sa cible. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Évidemment, il faut lui parler, il faut la connaître. Mais la technique intéressante, c'est la technique dont on parle souvent également, qui est celle du persona. Qui est une technique marketing que d'ailleurs vous avez peut-être utilisée si vous avez créé votre cabinet. Votre offre et de vous service, pouvez, votre site vous pouvez internet, vous tout en en pareil. inspirer. En fait, l'idée, c'est de dresser un vrai portrait robot, en fait, de votre lecteur cible. Comment il s'appelle, quel est son âge, quelle est sa profession, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, dans quel secteur d'activité il travaille, quels sont ses revenus, comment il s'informe. Et pour ça, en fait, vous avez plein de sources qui sont disponibles. Déjà, vous avez vos propres dossiers clients. Ce que vous pouvez, c'est de dégager à partir de vos dossiers clients un profil type. Vous pouvez interroger, bien sûr, certains de vos clients. Vous avez plein de sources officielles, de rapports, d'études qui émanent de plein de types d'organisations qui vont porter sur une profession, sur un secteur d'activité, qui vous permet d'avoir une vision à 360. Moi, je vous recommande aussi, pourquoi pas, de vous abonner à un titre de presse ou des titres de presse professionnels auxquels sont abonnés votre cible. Par exemple, moi, j'ai géré par le passé des publications qui s'adressaient aux acteurs sociaux et médico-sociaux, et on avait dans notre portefeuille d'abonnés des avocats spécialisés en droit de l'action sociale et qui pouvaient du coup avoir une vision beaucoup plus large que l'aspect purement juridique, vision des enjeux, par exemple, de la profession qui les accompagnait. Et puis, bien sûr, vous avez les forums, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que votre lecteur cible dit, comment il le dit et quels mots il utilise. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui va vous permettre de vous glisser dans la peau de votre lecteur idéal. Donc voilà, technique du persona, ça peut être une bonne technique. Peut-être que vous l'aviez déjà fait pour votre installation, donc vous avez déjà de la matière en fait. Ouais. On vous enverra un des outils qui est très largement utilisé pour ça, qui est assez connu, c'est la carte d'empathie, où c'est vraiment la même chose. On se plonge dans le cerveau de son client pour comprendre voilà, ce qu'il fait, ce qu'il voit, son niveau de maturité, le langage qu'il utilise. Et le but, ça va être un peu par mimétisme de produire des contenus qui correspondent à ses besoins, à ses problématiques, à ses attentes, à son niveau de maturité sur le sujet. Et c'est vraiment la première étape avant de se lancer, prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Quel est mon client? À qui je m'adresse? Quelles sont ses attentes? Quels sont ses besoins? La newsletter, on ne la produit pas pour soi, on la produit pour quelqu'un. Ça, c'est vraiment la première étape. Donc, à ce stade, vous avez identifié votre segment de clientèle. La deuxième chose qui est vraiment essentielle, et je pense que vous l'avez déjà en tête, c'est d'avoir un objectif. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je veux faire une newsletter? Une newsletter, on peut la faire pour plein de raisons. On peut la faire pour trouver des prospects, on peut la faire dans une optique de fidélisation, on peut la faire pour augmenter sa visibilité ou renforcer le référencement de son site internet, on peut la faire pour énormément de choses. L'objectif que vous vous êtes fixé et que vous devez absolument vous fixer si vous voulez savoir dans quelle direction avancer, cet objectif, vous allez devoir forcément le traduire dans la structure de votre newsletter et dans ce qu'on appelle, là aussi, c'est un anglicisme, c'est le CTA, le Call to Action. En fait, ce sont tout simplement les actions. Quand vous envoyez une newsletter, vous avez un objectif et pour atteindre cet objectif, quelles sont les actions que vous voulez que le lecteur suive? Est-ce que vous voulez qu'il s'abonne à quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'il potentiellement il prenne rendez-vous? Est-ce que vous voulez qu'il invite des personnes? Ça, c'est un call to action et ça doit absolument se trouver dans votre newsletter et ça doit correspondre à un objectif. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces call to action? Et on va vous montrer des exemples, des bons exemples, des mauvais exemples. Alors là, effectivement, le call to action, donc c'est ce bouton, ce lien qui va inviter l'internaute à agir, en fait. Et donc là, en l'occurrence, je vous donne des exemples de call to action qui incitent à s'inscrire justement à la newsletter. Parce que faire une newsletter, c'est bien, mais si vous n'avez pas d'abonnés, ça ne sert pas à grand-chose. Donc comment les gens vont trouver votre newsletter et comment ils vont effectivement s'inscrire à votre newsletter? Alors, la première chose à avoir en tête, c'est qu'il faut que l'emplacement, il faut jouer sur l'emplacement de votre call to action sur la page d'accueil. En fait, le call to action, je l'ai dit, c'est un bouton et il doit être visible comme le nez au milieu de la figure.
Donc là, je vous ai mis un premier exemple. Alors, je l'ai barré en rouge. C'est un peu violent de ma part parce qu'en fait, il est pas si mauvais que ça, loin de là. Mais Déjà, c'est il y un a un call, call to action. il y a un Au call moins, to il y a quelque action. chose. Voilà. Parce Déjà, il y en que a plein qui il n'en y a ont des pas. sites. Alors, j'ai vu des sites avec beaucoup de contenu, mais pas de newsletter. Ou en Voilà. tout cas, je n'ai pas trouvé le bouton pour m'y inscrire, ce qui est un peu embêtant. Et des newsletters qu'on reçoit où il n'y a aucun call to action dessus. Voilà. Donc là, en fait, c'est un call to action pour s'inscrire à la newsletter, mais qui a été placé uniquement dans le footer. Autrement dit, vous comptez sur le fait que l'internaute il va scroller jusqu'au l'équivalent du pied de page, en fait, tout en bas du site pour le trouver. Donc, mettre le call to action d'inscription à la newsletter dans le footer, oui, bien sûr, vous pouvez le rappeler, mais c'est forcément un CTA, j'allais dire secondaire. Le CTA principal, il doit être, donc call to action, il doit être placé de manière plus stratégique, il doit être beaucoup plus visible. Donc là, je vous ai mis effectivement quelques captures d'écran. On peut le trouver en haut de page. Idéalement, sur la page d'accueil, ce qui est bien, c'est de le mettre à hauteur effectivement de vos contenus éditoriaux. Donc là, vous avez un exemple en haut à droite où le call to action est placé donc dans la zone de droite justement. Et c'est intéressant parce qu'on sait que c'est une zone dite chaude. Les études d'eye tracking montrent qu'effectivement, c'est une zone qui va capter le regard. En dessous, je vous ai mis un exemple d'un autre call to action qui est toujours à hauteur effectivement des contenus éditoriaux, mais juste en dessous, mais en pleine largeur. Donc voilà, donc ça c'est le call to action pour votre page d'accueil. Il doit être encore une fois visible comme le nez au milieu de la figure. Mais il peut y avoir d'autres pratiques. Vous pouvez opter pour un call to action d'inscription à la newsletter qu'on appelle sticky, qui peut être collant, qui va suivre. Quand vous défilez la page, voilà. Il va descendre lui aussi. Il va descendre. C'est pas une pratique moi que je recommande forcément sur un site d'avocat. Ça peut être un peu agaçant. On peut avoir envie de l'enlever, ce call to action. Il y a le pop-up aussi. La pop-up, plutôt alors lorsque la personne quitte le site, parce que la pop-up qui s'affiche d'emblée, alors ça, moi, c'est radical, je pars. Mais en fait, il y a un autre endroit, et là, effectivement, je n'ai pas prévu de slide là-dessus, mais il y a un endroit vraiment qui est le plus propice pour moi, c'est finalement dans les contenus éditoriaux. Vous avez produit des contenus sur votre site, vous avez un internaute, vous avez réussi à capter son attention, il a lu votre article jusqu'au bout, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Idéalement, faites une conclusion, concluez votre article par un call to action. Alors, il peut y en avoir plusieurs, hein, ça peut être vous avez le même problème, appelez le cabinet, mais typiquement, vous devez faire la promotion de votre newsletter, et c'est à ce moment-là que vous pouvez lui dire bon, bah, ça vous a plu, restons en contact. Je simplifie un peu, mais voilà, donc le call to action très visible sur la page d'accueil, mais ne pas hésiter toujours à en faire la promotion. Vous pouvez aussi en faire la promotion dans vos posts sur LinkedIn, vous pouvez faire du teasing, enfin, il faut… Ne soyez pas timide. Si vous avez créé une newsletter, c'est pour avoir des abonnés. Donc, faites la promotion de votre newsletter. Alors, si on fait une petite parenthèse, ça, c'est les call to action qui permettent de s'inscrire à la newsletter. Donc, on peut retrouver sur le site, qu'on peut retrouver en signature de l'adresse email, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qu'on peut trouver de toute manière. Quels sont des call to action qu'on peut trouver, par contre, directement dans la newsletter? Est-ce qu'il y en a qui viennent à l'esprit? Alors, dans la newsletter, déjà, la pratique la plus fréquente, c'est de reprendre des contenus qui ont été produits, donc notamment pour le site ou pour votre blog. C'est de mettre effectivement le titre, le chapeau, et puis effectivement un call to action pour l'inciter déjà à aller lire l'article sur votre site. Et du coup, orienter le trafic. Si vous donnez tout l'article dans votre newsletter, qu'est-ce qui va se passer? L'internaute, il va lire, il va fermer la newsletter, vous aurez gagné 0 trafic sur votre site. C'est pas le deal. Le deal, c'est effectivement, on l'a dit, hein, c'est un écosystème, tout est lié. Donc, vous pouvez travailler vos call to action dans la newsletter, ne serait-ce pour les inviter à lire l'article. Alors, on évite les call to action trop génériques de type cliquez ici. C'est vraiment je veux lire l'intégralité de l'article, voilà. Mais vous pouvez aussi mettre des call to action, comment contacter le cabinet, vous êtes confronté à cette situation, appelez-nous. Est-ce que vous voudriez qu'on traite d'autres sujets? Enfin, en fait, c'est toujours, on est dans la conversation en fait, hein, et on essaye d'inviter le lecteur à être actif en fait. Voilà, il ne faut pas qu'il soit passif, il faut l'inviter à passer à l'action en cliquant sur les bons liens placés au bon endroit. Alors, on a une question de Clara qui nous demande quel call to action sur LinkedIn, puisque LinkedIn invite automatiquement les gens à s'abonner. Existe-t-il d'autres outils que l'on peut utiliser directement sur LinkedIn? Alors, nous, le call to action, LinkedIn va inviter à s'abonner. Je pense que ce que vous voulez dire, c'est sur notre page ou sur une page professionnelle. Mais vous pouvez faire un post, par exemple, si vous faites un post sur un sujet d'actualité, et à la fin, mettre « Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter
où nous traitons de nombreux sujets, je ne sais pas, chaque semaine ou chaque mois. Voilà. Et là, vous mettez le lien vers effectivement le call to action qui est sur votre site et qui permettra à la personne de s'abonner à la newsletter. Et sinon, sur les outils qu'on peut utiliser directement sur LinkedIn, je ne suis pas certain d'avoir complètement compris, n'hésitez pas à préciser, mais tant que vous mettez un lien, vous pouvez renvoyer vers de nombreux outils. Si votre call to action, c'est de prendre rendez-vous avec le cabinet, vous pouvez mettre un lien qui renvoie vers un Calendly, par exemple. C'est vraiment à vous de voir cette stratégie. Alors, je pense que peut-être que la personne qui nous pose la question a plutôt en tête les newsletters qu'on peut créer effectivement sur LinkedIn. C'est une fonctionnalité de LinkedIn. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas un sujet qu'on aborde dans le cadre de ce webinaire. Mais par contre, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. LinkedIn, n'oubliez pas que votre compte peut être suspendu du jour au lendemain. C'est-à-dire que votre newsletter, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire sur LinkedIn, mais vous n'en êtes pas maître du tout. Donc, moi, mon conseil, c'est de passer par des outils qui vous permettent de générer des newsletters et d'être propriétaire de votre newsletter. Oui, alors en effet, là, il y a la newsletter LinkedIn qui peut être un outil redoutablement efficace. Nous, on s'en sert chez SideQuest, par exemple. On a eu beaucoup d'abonnés en assez peu de temps. Nous, on s'en sert, par exemple, pour renvoyer sur des posts qu'on fait sur notre LinkedIn ou pour renvoyer sur des actualités qu'on fait sur des sorties de formation, etc. En fait, on en revient à l'objectif, et ça répond également à la question de Patrick qui nous demande si le call to action doit renvoyer à un abonnement sur le site. Tout dépend de votre objectif. Votre objectif peut être de récupérer des adresses email. À ce compte-là, ça peut être intéressant de faire une newsletter que vous envoyez par mail. Votre objectif peut être de créer du trafic ou d'augmenter votre visibilité et la manière dont les algorithmes vont vous faire remonter sur LinkedIn. Et là, ça peut être en effet intéressant d'avoir une newsletter sur LinkedIn. Votre objectif peut être de créer du trafic sur votre site internet pour augmenter son référencement. Et là, vous devez renvoyer sur le site internet. Vraiment, encore une fois, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec la newsletter. Il faut juste que vous soyez certain de votre objectif. Et en fonction de cet objectif, il y aura différentes manières de le faire. Et on peut en effet imaginer qu'il peut y avoir plusieurs plateformes pour le faire, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit par mail, que ce soit directement sur votre site internet. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. Mais il faut une stratégie globale. On va avancer un petit peu. On va parler maintenant de design de cette newsletter, qui est d'ailleurs une des manières qu'on abordait tout à l'heure pour se démarquer un petit peu du reste des flots de mails, avec également le sujet, mais ça, on va y revenir juste après. Sur le design, Florence. Alors, sur le design, là, ce n'est pas le design de la newsletter. Hein. Les outils qui vous permettent de générer des newsletters, souvent on propose des templates. Là, c'est vraiment le design toujours du fameux call to action, parce que le call to action, c'est le nerf de la guerre, encore une fois. Si vous faites une newsletter et que personne ne peut s'inscrire, ça n'a pas d'intérêt. Donc, un call to action, par définition, il doit être très visible. Alors, vous pouvez jouer sur les espaces, la typo, la couleur, la police. Enfin, voilà. Donc là, pareil, je vous ai mis des exemples. Les deux premiers, c'est des call to action qui sont très visibles. Et puis par contre en dessous, là encore une fois j'ai barré, mais voilà, il est moins, on le voit beaucoup moins. Il est donc sur la droite, il est dans un petit filet bleu très clair. Il n'accroche pas le regard et surtout il a été rubriqué comme les autres rubriques à côté. Donc en fait il n'y a rien qui frappe, qui saute au regard en fait. Voilà. Donc jouer sur le design. Et puis, ce qui nous amène ensuite à jouer aussi après sur le texte. Parce qu'une fois que vous avez accroché le regard de l'internaute, il va falloir le convaincre avec les mots, effectivement, de vous suivre et de s'abonner à votre newsletter. Alors, sur le texte, justement, quelles sont les bonnes pratiques? On en a parlé tout à l'heure. Il faut éviter maintenant le s'inscrire. Alors, c'est mieux que rien. Évidemment, c'est déjà mieux que rien. S'inscrire à la newsletter, alors s'abonner aussi à la newsletter. Moi, tant qu'à le faire, je préfère s'abonner que s'inscrire. S'abonner, c'est un petit côté un peu plus club. Ça revient. Ouais, et puis voilà, s'inscrire, ça fait très administratif. Le problème de s'inscrire à la newsletter, l'efficacité, elle est plutôt réduite parce que là, vous dites à l'internaute ce que vous attendez qu'il fasse, mais vous ne lui dites pas ce que vous allez lui donner. Donc, quels sont les avantages qu'il aura, effectivement, à s'abonner à votre newsletter. Donc, moi, je vous invite à accompagner votre call to action d'un petit texte un peu percutant qui va lui donner envie, effectivement, de vous suivre. Alors, est-ce qu'on a des exemples là-dessus? Alors, oui, des exemples. Des exemples, j'attends que la slide suivante. Alors, en fait, la valeur ajoutée de votre newsletter, elle doit sauter aux yeux dans le call to action. Donc, vous devez déjà donner la périodicité de la newsletter. Alors là, ma grande surprise, je me suis abonnée à beaucoup de newsletters de cabinets d'avocats. Je n'ai jamais eu d'indication sur la périodicité. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une newsletter quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou une fois par an. Ce que je soupçonne,
c'est que peut-être que les avocats ne veulent pas s'engager sur un rythme de publication qu'ils ne sauraient pas tenir par la suite. Moi, je pense que vraiment, ce n'est pas un souci. Si on ne tient pas le rythme? Ouais, non, je pense que ce n'est pas un souci. On est sur un service gratuit. Les abonnés ne vont pas vous tomber dessus à bras raccourcis si une semaine, effectivement, vous n'avez pas fait votre newsletter. Je pense que c'est bien plus intéressant de lui dire, a priori, le rythme. Ou en tout cas, vous pouvez peut-être le tourner avec ironie, je ne sais pas, pour dire qu'a priori, ça devrait être toutes les semaines, donner au moins une indication, parce que sinon, on ne sait pas. Et puis, dites ce qu'il va trouver dans cette newsletter. Quel type de format, qu'est-ce que vous lui proposez, quel sujet, quels angles. Dites-lui s'il y a par exemple des exclusivités qu'il trouvera sur la newsletter qu'il n'aurait pas sur le site, par exemple des récaps, des jeux, des quiz, enfin je ne sais pas, on peut tout imaginer. Mais en tout cas, voilà, donnez-lui envie essayez d'éviter le banal s'inscrire à la newsletter qui n'est pas percutant, quoi, qui n'est pas persuasif. Et puis voilà, on dit aussi qu'il faut privilégier plutôt les verbes d'action et plutôt privilégier également les formulations de type inclusif. Je veux m'abonner, je veux faire ci, ou impérative plutôt qu'à l'infinitif. Donc on oublie un peu le s'inscrire à la newsletter qui est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, on a une dernière slide à vous montrer. Voilà, oui. C'est dans la continuité de tout ça, il faut être rapide, il faut être percutant, on donne un maximum d'informations. Alors, c'est mieux de s'engager apparemment sur une périodicité, mais ayez bien en tête par contre que lorsque vous allez vous lancer dans la démarche de newsletter, il faut vous préparer quand même à assurer par la suite des posts réguliers, même si vous ne tenez pas parfaitement le rythme, mais il faut quand même être préparé à ça. Lancer une newsletter pour qu'elle retombe 2 à 3 semaines ou 2 mois plus tard, finalement, ça pourrait même s'avérer un peu contre-productif parce que voilà, ça donne une impression que vous faites quelque chose qui finalement retombe comme un soufflet. Donc, objectif, cible, mais aussi être préparé quand même à avoir la bande passante. Est-ce que vous aurez le temps de le faire? Est-ce que quelqu'un peut vous aider pour le faire? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas le meilleur moment pour lancer quelque chose au risque que ça retombe et que ça crée un peu de frustration ou une impression un peu de paresse qui pourrait être perçue du côté de vos prospects. Pour en revenir au call to action, évitez les formules à rallonge. Qu'est-ce qu'on dit pas? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Là, vous avez réussi à accrocher le regard, vous avez réussi à persuader le visiteur avec vos propres mots de s'inscrire à la newsletter. Ne le faites pas fuir avec un formulaire à rallonge où vous lui demanderiez plein de renseignements. Pourquoi? Parce que s'il a l'impression d'être face à un formulaire administratif, face à la Stasi, il risque de prendre les jambes à son cou. Donc, contentez-vous du minimum, nom, prénom et mail suffisent. Là, je vous ai mis en capture d'écran, je vais même trouver un exemple, effectivement, où c'est juste l'adresse mail. Et là, vous allez me dire, c'est pas comme ça que je vais générer des contacts qualifiés. Et là, encore une fois, alors, vous pouvez avoir d'autres sons de cloche, mais en tout cas, moi, ma position, c'est que la newsletter, c'est pas le vecteur idéal pour générer des leads qualifiés. C'est pas l'objet. L'objet, là, c'est de créer une audience. Il y a d'autres outils pour générer des leads qualifiés. Donc, ma recommandation, c'est plutôt de proposer un formulaire d'inscription light et il sera toujours temps après de qualifier davantage votre audience. Alors, donc c'est très intéressant. On a déjà pas mal d'éléments. Alors, quelque chose qui est, pour le coup, moi aussi, je trouve que ça ne se fait pas forcément beaucoup dans le domaine des newsletters des avocats. Moi aussi, j'en suis pas mal par curiosité et qui a un impact certain dans l'engagement du prospect, c'est l'accueil, en fait. L'accueil du nouvel abonné. En fait, il vous a manifesté de l'intérêt. Il faut le voir un peu comme une déclaration d'amour. Alors, le laissez surtout pas en plan. Alors, ce que j'ai constaté très souvent, c'est en fait, il ne se passe rien. J'ai laissé mon mail. Donc, j'ai fait confiance. Voilà. Et puis, je ne sais pas si mon inscription a bien été prise en compte. Donc, il y a deux choses à faire. Déjà, faire en sorte qu'il y ait un message qui s'affiche à l'écran et qui montre excusez-moi, je perds le fil. Qui montre, qui dit, votre inscription a bien été prise en compte. Parce que des fois, on ne sait pas. C'est vrai que des fois, on a cliqué, on clique, on replique, on ne sait pas si c'est… Et ça m'a encore arrivé hier. Et du coup, j'ai dû laisser 10 fois mon mail et ça tombe, je vais recevoir 10 fois la newsletter.
Et puis, parallèlement, vous lui envoyez un petit message. Alors déjà pour le remercier, encore une fois, il vous a prouvé son intérêt, Qui donc peut remerciez-le. s'automatiser, en Bien plus, sûr, assez oui, facilement, bien hein. sûr, c'est On va pas trop automatisé. parler des outils aujourd'hui, mais tout Voilà. ça peut se faire très simplement. Voilà, On qui confirme, s'inscrit, voilà. qui confirme l'inscription, qui le remercie. Vous pouvez lui donner déjà des conseils aussi pour ne pas tomber en spam, parce que c'est vrai que selon les messageries, alors moi par exemple, j'ai une messagerie en Gmail, j'ai beaucoup de newsletters qui passent en message promotionnel. Voilà. Et puis, c'est l'occasion, bien sûr, dans ce premier message d'accueil, c'est de lui dire à nouveau ce qu'il va trouver. Et puis, vous initiez en fait la relation. Vous pouvez déjà aller plus loin, le remercier, bien sûr, mais lui dire aussi, par exemple, comment il peut contacter votre cabinet. Est-ce qu'il pourra commenter vos articles? Est-ce qu'il peut les partager? Vous pouvez aussi l'inviter à partager à ses amis votre newsletter. Donc, en fait, il faut initier en fait la relation et pas le laisser en plan. Ce qui marche bien et qui se fait beaucoup en fait dans le web marketing, pas forcément dans les services et encore moins chez les avocats, c'est aussi le petit cadeau, entre guillemets. On peut envoyer une vidéo, on peut envoyer un livre blanc, on peut envoyer quelque chose, tout va dépendre encore une fois de ce que vous êtes en mesure d'offrir. Mais le petit cadeau de bienvenue, c'est apprécié et directement, les gens vont se dire c'est bien, je suis bien accueilli, et ils vont avoir de l'intérêt et une attente pour la prochaine newsletter. Et quand ils vont recevoir la première, ils vont se rappeler qu'ils s'étaient inscrits. Ah oui, ça y est, je reçois la première. Et à très peu de choses près, c'est de la neuroscience, mais à très peu de choses près, ils auront un petit peu plus d'attention quand ils vont lire votre premier contenu. Et c'est vraiment une manière de faire la différence. Alors l'accueil, ne négligez surtout pas l'accueil. On avance, on est lancé, on a une cible, on a des objectifs, on a des call to action qui correspondent à ces objectifs dans la newsletter, on a des call to action à l'extérieur pour renvoyer vers cette newsletter, on a compris les bonnes pratiques pour le faire, on a accueilli, remercié la personne. Voilà. Maintenant, la newsletter est censée tourner, vous êtes organisé pour avoir les moyens de le faire, vous êtes inspiré. Comment on développe l'usage, comment on progresse, quelles sont les bonnes pratiques une fois qu'on est lancé, une fois qu'on a une newsletter? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Alors, des bonnes pratiques, il y en aurait des centaines. Donc là, évidemment, on n'a pas le temps. On va se concentrer sur 2 ou 3 bonnes pratiques. Déjà, c'est de soigner l'objet. Alors, c'est quoi l'objet? Ça va répondre à la question d'un de nos invités. L'objet, c'est cette petite ligne qui va apparaître dans la messagerie du destinataire. Donc, en fonction de la messagerie qu'il utilise et en fonction des paramétrages qu'il a fait, ça va être un texte plus ou moins long, mais en général, c'est quand même assez court. Donc là, l'objet, il est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va inciter ou pas l'internaute, le destinataire, à ouvrir votre newsletter. Julie, est-ce que tu peux montrer? Alors, en fait, vous avez plusieurs options possibles. Voilà, je voudrais que ça s'affiche à l'écran. Voilà, très bien. On a plusieurs options possibles. La première que je vous ai montrée, que je vous montre, c'est l'option 1. C'est très neutre, c'est newsletter, cabinet d'avocat X, la date. C'est rassurant, ça mérite d'être clairement identifiable. Après, c'est pas très accrocheur, surtout si votre destinataire fait comme moi, qui se crée des petits dossiers, parce qu'il n'a pas le temps de lire une newsletter, mais il veut quand même les ouvrir un jour, donc il les met de côté, et à un moment, il se retrouve avec un empilement en fait d'objets de newsletter. Il n'y a rien en fait qui va vraiment m'inciter à l'ouvrir. Il n'y a que la date qui les distingue. C'est pas voilà, c'est quelque chose de très classique qui se fait. C'est pas forcément une mauvaise pratique, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus percutant. En dessous, je vous ai mis un autre exemple où là, au contraire, les 2 cabinets en question ont choisi vraiment de angler l'objet de la newsletter sur un des articles qu'ils traitent dans leur newsletter. Et donc, ils ont travaillé sur des titres incitatifs. Donc là, effectivement, vous prenez un tout petit risque, parce que peut-être que ce sujet-là, malheureusement, ce n'est pas celui effectivement qui va intéresser votre destinataire. En revanche, c'est beaucoup plus persuasif et ça incite beaucoup plus au clic et à l'ouverture de la newsletter. Après, il y a une option 3, et je n'ai pas mis de capture d'écran parce que je n'en ai pas trouvé dans le benchmark que j'ai fait. Mais c'est une solution finalement qui serait intermédiaire. C'est plutôt de prendre les mots-clés. Si vous avez par exemple 3 actualités dans votre newsletter, c'est juste prendre 3 mots-clés et effectivement, ça vous permet de balayer l'ensemble du contenu de votre newsletter. Ma préférence, personnellement, va plutôt quand même à l'option 2. Il y a un petit risque, effectivement, mais il y a un choix éditorial qui est très fort et qui est plus incitatif. Il y a une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps, et ça m'y fait penser, c'est sur le moment
le moment, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour envoyer une newsletter? Est-ce que c'est important de l'envoyer à midi? Est-ce que c'est important de l'envoyer le soir? Moi, j'ai un élément de réponse, mais je voudrais bien avoir ton sentiment là-dessus. Est-ce qu'il faut le faire à jour fixe? Alors, a priori, vous êtes supposé le faire à jour fixe. Encore une fois, moi, ma position, c'est de dire que c'est pas très grave si un jour vous ne respectez pas. Je ne pense pas qu'on est tous abonnés à beaucoup de newsletters. On n'est pas là à attendre vraiment la newsletter. Donc, il y a de très fortes chances, effectivement, que votre abonné ne se rende pas compte que vous avez quelques heures de retard ou 1 ou 2 jours de retard. Donc ça, franchement, décomplexez-vous sur cette question. Sur les moments, le moment idéal, alors en fait, il faut tester. Alors, il y a des études qui vont vous dire que, par exemple, en B2B, les lettres, les newsletters sont plus ouvertes. Je crois que c'est le mercredi. Oui, ça Mercredi, voilà. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre, il faut tester, il faut tenter. Vous testez. Vous envoyez votre newsletter le mardi à 9h et puis si vous êtes déçu par les taux d'ouverture ou taux de clic, tentez le mercredi à 17h et voyez effectivement ce qui marche le mieux. J'ai un exemple là-dessus. Ce n'est pas une newsletter faite directement par un cabinet d'avocats, mais c'est une personne qui accompagne beaucoup les avocats. C'est Louise Maréchaux, Fleur d'avocat, qui fait une newsletter qui marche très bien, qui est très bien structurée, où elle a son style éditorial, elle a sa ligne, elle a énormément d'abonnés. Et elle poste le dimanche matin, ce qui pourrait paraître mais complètement contre-productif. C'est le dimanche matin à 9 ou 10 heures qu'on la reçoit. Mais en fait, vu qu'elle a vraiment habitué ses nombreux abonnés à son contenu, qu'elle a son style éditorial, qu'elle a ses objets qui sont toujours bien tournés, etc., à force, les gens l'attendent. Et elle a un maximum d'ouverture dans les 2 premières heures le dimanche matin. Ça veut dire qu'elle a réussi à créer une habitude où les gens vont attendre, comme on pourrait attendre le journal ou son abonnement mensuel à quoi que ce soit. Ils attendent tous les dimanches que la newsletter tombe pour la lire avec le café. Alors que c'est assez peu intuitif de se dire qu'on va envoyer un contenu le dimanche matin à des avocats. Alors en fait, j'ai lu justement récemment une étude, je n'ai plus la source en tête, mais qui disait que non pas le taux d'ouverture, mais le taux de clic, je crois que c'est justement pour le B2B, était le plus important le dimanche matin. C'est fou. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ouvert la newsletter dans la semaine, par exemple le mercredi, parce que c'est soi-disant le jour le plus propice à l'ouverture, mais effectivement, ils vont la lire le dimanche. Pourquoi? Avec le café, avec le brunch, voilà, au moment où ils ont un peu de temps. Un peu de calme. Donc en fait, moi, j'ai envie de dire, tester. Tester, et on en revient aussi à apprendre à connaître son audience, en fait, connaître les habitudes de son audience. Voilà. Après, on peut imaginer que si vous l'envoyez le samedi à 22h, ça ne va pas marcher. Donc voilà, il faut aussi faire preuve un petit peu de bon sens. Donc on parle d'objets, mais évidemment, ce qui est crucial, c'est aussi le contenu, des contenus de qualité, des formats qui changent. Alors oui, les contenus de qualité. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut absolument un peu oublier toutes les pratiques d'écriture que vous avez pu apprendre au collège, au lycée, en fac de droit, sur les bancs des écoles d'avocats. Il y a des bonnes techniques, ce qu'on appelle les règles d'or en matière de journalistique, et puis pour la rédaction web, qui sont liées à les spécificités de la lecture à l'écran. Vous devez absolument, dans vos contenus, adopter le plan qu'on appelle en pyramide inversée, qui va du message essentiel à l'accessoire. C'est-à-dire, vous ne commencez surtout pas par donner des détails, vous donnez tout de suite l'information. C'est important, et ça veut dire que vous devez oublier des plans qui sont autant chers aux juristes, qui sont les plans chronologiques, les plans faits, procédure, solution. C'est juste ce qu'il ne faut pas faire en fait. Dans votre contenu, vous devez donner le message essentiel. Je vais essayer d'être concrète avec 2 exemples. Il y a déjà pas mal de temps, vous aviez la Cour de cassation qui avait validé le barème Macron. Si vous vouliez faire une information à ce sujet, il fallait effectivement dans le titre, dans le chapeau qui est entre le titre en fait et le corps de votre article, il fallait effectivement avoir l'information, la Cour de cassation a validé le barème Macron. Or, ce que j'ai très souvent vu sur des sites d'avocats, c'est qu'ils ont commencé par l'envers et sont partis sur la genèse du barème Macron. Pourquoi le barème Macron a été créé? Pourquoi il a fait l'objet de polémiques? Quelles ont été les décisions? Et il fallait arriver à la conclusion pour savoir que l'information, c'était le barème Macron est validé. Et en fait, les gens n'arrivent pas à la conclusion, ils devront lâcher votre article avant. Il faut toujours prendre votre lecteur par la main, en fait. Donc ça, c'est une pratique importante. Et puis, il y en a une autre qui suit, donc, qui est de varier les formats. Alors là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a les articles, vous pouvez faire des contenus courts, des contenus longs, des contenus chauds, des contenus froids. Moi, je suis assez étonnée du peu de place dans les contenus éditoriaux sur le site d'avocat au froid.
C'est-à-dire, c'est quoi un Le contenu froid, froid? c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'actu. On n'est pas sur de l'actu, on n'est pas sur signalement de texte au JO ou le dernier arrêt qui est sorti. On est plutôt sur de la prise de recul. C'est un dossier, c'est un mémo, c'est un cas pratique, c'est une étude de cas. Voilà, on peut imaginer beaucoup de formats et qui sont évidemment conçus pour répondre à une problématique voilà. Je pense qu'il faut. Ce que je vois, je pense que c'est une solution de facilité, je la comprends très bien, c'est qu'un avocat, dans son quotidien, il fait une veille juridique et finalement, bah, il se dit, cette veille, je la transpose dans ma newsletter. C'est pas ça forcément qui va intéresser le lecteur. En tant que justiciable, le dernier arrêt de la Cour de casse, probablement, ça ne vous parle pas en fait, du tout. Donc ça peut être plus intéressant effectivement de faire parfois des formats froids, en tout cas pensez-y. Puis en plus, bah, vous êtes moins pris par le chaud, moins l'actu. Voilà. Donc l'actu, oui, encore une fois, ça va dépendre de votre cible. Hein. Ça peut être intéressant de faire de l'actu si vous voulez bien montrer à votre cible et à vos prospects que vous suivez, hein, de votre expertise, vous suivez évidemment l'actualité du secteur, mais des sujets froids, voilà. Donc, essayez de diversifier. J'allais dire, la seule limite, c'est votre imagination. Moi, j'ai trouvé des sites d'avocats qui proposent, par exemple, des quiz. Par exemple, là, c'était êtes-vous à jour sur vos obligations 2023 en début d'année. Voilà, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Bon, alors malheureusement, le temps passe vite. On va bientôt arriver à la fin de ce webinaire. On va vous présenter un dernier tips qui est important pour les personnes qui sont déjà bien lancées. On va parler un petit peu de l'analyse des données. Mais si vous avez des questions sur des points qu'on a abordés ou des questions plus généralistes, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Comme ça, on les prend vraiment à la fin de cette présentation. Mais pour terminer, on va parler de l'importance de l'analyse des données. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? Comment les prendre en compte? Est-ce qu'il faut les prendre en compte? Alors oui, il faut les prendre en compte parce que si vous ne les prenez pas en compte, vous ne savez pas du tout quel est l'usage de votre newsletter, si elle est lue, si elle n'est pas lue. Enfin, bon, en fait, vous travaillez un peu pour rien. Hein. Donc en fait, il y a différents indicateurs qui peuvent être pris en compte. Il y a le nombre d'abonnements, il y a le nombre de désabonnements, bien sûr. Alors rassurez-vous, c'est normal d'avoir des désabonnements. Là où c'est plus gênant, c'est si le taux de désabonnement excède celui d'abonnement. Vous pouvez prendre en compte le taux d'ouverture. Enfin, il faut prendre en compte le taux d'ouverture. Donc là, c'est l'abonné qui clique sur le fameux objet de votre newsletter dans sa messagerie. Le taux de clic, là, c'est quand effectivement la personne a bien cliqué sur les liens sur un des boutons de votre newsletter. On peut même voir quel bouton selon les outils. Voilà. Et puis, ce qu'on appelle aussi les taux de conversion, qui sont des indicateurs essentiels. Mais ça suppose que vous ayez défini vraiment une stratégie, des outils de pilotage, des indicateurs de performance. Par exemple, le nombre d'appels à votre cabinet suite à tel ou tel article. Donc, effectivement, il faut suivre ces indicateurs. Voilà, ça vous donne un fil conducteur. Puis surtout, il faut en tirer les enseignements. Encore une fois, il y a vraiment une règle d'or en digital, c'est tester. Il ne faut pas avoir peur de tester, il ne faut pas avoir peur de faire marche arrière, il ne faut pas avoir peur de rectifier. Alors, je vais donner par exemple 2 exemples. Vous constatez que votre taux d'ouverture diminue. Testez du coup un autre objet, encore une fois, l'intitulé en fait de votre newsletter, tester un autre jour d'envoi, tester un autre horaire d'envoi. Enfin, globalement, vous pouvez tout tester finalement. Là où ça peut être plus gênant, c'est quand votre taux d'ouverture reste fixe ou progresse, mais votre taux de clic, lui, diminue. Donc là, ça peut être le signe. Alors, soit par exemple que les liens que vous avez faits justement dans le newsletter, l'ancrage des liens n'est pas bien rédigé, n'est pas assez incitatif. On revient à tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur les call to action. Ça peut être aussi simplement le signe. Alors, quelque part, il a ouvert la newsletter, donc il est toujours intéressé par votre cabinet. Mais a priori, il est peut-être moins intéressé par ce que vous dites ou par la manière dont vous le racontez. Donc là, il n'y a pas forcément 36 solutions. Prenez un peu de recul. Essayez de vous glisser à nouveau dans la peau de votre lecteur idéal et dites-vous, est-ce que moi, j'aurais cliqué à sa place? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, rectifiez le format, la longueur, le thème, l'angle, voilà. Mais testez, en fait. C'est ça. Il ne faut pas oublier que, comme toute routine, au bout d'un moment, on peut avoir l'impression de tourner un petit peu en rond. Si on écrit chaque semaine un contenu, si on produit chaque semaine un contenu, parfois, c'est bien de prendre un petit peu de recul. Et on a justement une très bonne question à ce propos d'Alice, que je salue au passage. Est-ce qu'on peut demander aux gens qui s'inscrivent ce qui les intéresserait à lire? Et si oui, comment le faire techniquement? Et de manière plus générale, en fait, est-ce que c'est une bonne pratique de demander à chaque newsletter, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez que j'aborde autre chose?
il faut, encore une fois, c'est une des manières de rester à l'écoute. C'est une très bonne pratique. C'est une très bonne pratique de rester à l'écoute effectivement des besoins. Vous avez d'ailleurs des médias parfois qui ouvrent comme ça leur salle de rédaction à des invités parce que pareil, ils ont besoin aussi de sortir de leur bureau quelque part et d'être confrontés à la réalité et quelle est l'attente de leur lecteur idéal. Donc oui, vous pouvez tout à fait même envoyer un questionnaire à des abonnés en disant qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Vous pouvez faire des sondages, et qui seront souvent ravis de le faire parce que vous leur donnez du contenu, ils seront ravis de vous aider et tous les médias. Ils ont l'impression d'être participants quelque part, donc d'être actifs. Donc oui, non, c'est une marque d'intérêt qui est très bien. Voilà. Donc techniquement, il n'y a pas de manière de le faire. Vous pouvez mettre un bouton qui renvoie vers un Typeform, vous pouvez créer des sous-groupes, vous pouvez prendre des rendez-vous même pour débattre, échanger avec des gens selon la taille de votre communauté. Le plus simple, je pense, c'est un petit bouton qui renvoie vers un Typeform qui vous permet d'avoir de l'expression, laisser des questions bien ouvertes, réfléchissez à ce que vous voulez demander en amont. Voilà. On va devoir arrêter parce qu'on essaie toujours de respecter le temps imparti. Vous aurez accès au replay. On vous enverra également un support qu'on a produit. On vous enverra quelques outils qu'on a notés au fur et à mesure. On vous remercie beaucoup pour votre présence nombreuse, pour les questions que vous nous avez posées. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter Florence pour des précisions. Merci beaucoup, Florence, pour Thibaut. tous ces éléments. C'était riche et intense. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour notre prochain sujet et je vous remercie. Merci, au revoir.